le meilleur, mais bon, il y a eu des élections récentes avec un nouveau CA, et qui est dans la continuité exactement de ce qu'avait fait Thierry Bourg et qui a quand même donné de sa personne pour défendre notre spécialité. Voici le nouveau CA. Il y a des personnes qui ont renouvelé leur mandat, il y a des jeunes qui sont rentrés, il y a des plus vieux qui sont rentrés. Voilà, alors quelles sont les nouvelles? Alors, je commence par les bonnes. Les centres d'Évian, vous savez, on en a beaucoup parlé, ça nous a poussé dans nos retranchements, on a tous été un peu embêtés par ce hold-up en fait de nos consultations. Ça commence à être épinglé, il a fallu du temps, mais finalement les choses sont en train de se régulariser avec des procédures judiciaires qui sont en cours, des fermetures de centres, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut rappeler que c'est notre argent, c'est l'argent public qui finance, et à des hauteurs absolument phénoménales, ces fraudes. Un peu dans le même genre, en fait, vous savez, depuis le Covid, on nous a proposé de faire des téléconsultations. Alors, ça nous a arrangé quand on était en confinement de pouvoir répondre à certains patients en urgence, mais ça a été complètement dévoyé, là encore, avec notamment des opticiens et des structures commerciales qui se sont emparés du concept et qui le font fructifier plus, moyennant un prix de matériel enfin tout est relatif, mais de 130 000 € à peu près, des prescriptions de lunettes qui, c'est le tiroir caisse qui intervient, et le matériel est rentabilisé à partir de 12 téléconsultations mensuelles, donc c'est rien, et finalement c'est un pouce au crime quelque part. Et dans ces structures, en fait, l'ordonnance est reçue après l'acte de vente, c'est-à-dire que ça simplifie pour le consommateur, ça simplifie beaucoup le process d'acquérir une paire de lunettes. Non, c'est par mois. Parce qu'en fait, ils ne font pas du tout leur argent sur les téléconsultations, mais sur la vente de lunettes. C'est pas la téléconsultation, c'est le pourboire. Oui, tout à fait. Après, il y a la primo-prescription, enfin, nos aides préférées, les orthoptistes, sont potentiellement en passe de, j'y crois pas forcément, moi, à titre personnel, mais sont éventuellement en passe de devenir nos principales concurrentes, puisqu'on leur donne l'accès à la primo-prescription. Et de la même façon que vous avez pu voir passer sur les réseaux sociaux, les différentes pubs, que les opticiens s'emparaient aussi de cette possibilité-là. Le raisonnement derrière du SNOF, c'est de dire si on veut, il y a un moment où on va devoir lâcher quelque chose, et que c'est peut-être un peu stratégique de dire ok, on accepte sur certaines conditions et qu'on puisse quand même récupérer les patients qui posent le moindre souci, au moindre doute. Donc effectivement, il va falloir trouver le moyen d'engager un travail en bonne intelligence, mais les mettre en perspective dans le paysage, quoi. Un autre truc qui fait couler de l'encre dans certaines spécialités, et ça arrive en ophtalmologie, c'est la financiarisation de la médecine. Et derrière ce process qui finalement, quand il est géré et qu'on laisse aux médecins les possibilités de décider en toute indépendance, à la limite, tant mieux s'il y a quelqu'un qui apporte des sous pour investir dans les structures. Mais il y a des structures, en tout cas, il y a des conseils de l'ordre qui commencent à s'exciter parce qu'il y a des structures où les médecins n'ont plus l'autonomie de décision et ne sont plus maîtres il n'y a plus l'objectivité que nécessite l'exercice médical. Quelque chose également qui est dévoyé, c'est la notion de sites multiples. Et le SNOF considère qu'il y a aussi besoin de régulariser un petit peu cette notion, parce qu'au début, c'était pour combler un manque, notamment dans les déserts médicaux, mais finalement, on arrive à des situations d'exagération qui amènent les uns et les autres à se demander qu'est-ce que c'est que finalement un cabinet d'ophtalmologie? Est-ce que ça doit répondre à un temps de présence de l'ophtalmologiste dans la structure? Parce que sinon, il y a des cabinets d'orthopsie ou d'opticiens qui se targuent d'être cabinet d'ophtalmologie, traitement ophtalmologique. Et regardez cette photo qui a été prise sur un téléphone, 37 sites différents pour le même médecin, ça laisse sous-entendre en fait
il n'est pas partout, c'est impossible d'être... c'est le même qu'il y a 37 sites. Donc voilà, il va falloir trouver, et vous allez sans doute être sollicités les uns les autres pour dire à quoi correspond pour vous un cabinet d'ophtalmologie. Est-ce qu'on exige que le médecin soit présent 20% du temps? Est-ce que c'est 100% du temps, ce qui est illusoire dans les cabinets secondaires, etc. En divers, vous avez entendu, je vais revenir juste une seconde sur les orientations au niveau conventionnel, qui fait intervenir le haut comité de la nomenclature. Se posent aussi des questions en termes d'économie solidaire et en ophtalmologie, on va être sollicité aussi, notamment au bloc où on dépense d'une façon inouïe, plastique et autres choses sur lesquelles il faut aussi introduire un raisonnement. Et ne serait-ce que pour effectivement ces sites, la transparence des rendez-vous en ligne, parce que là encore, il y a des patients qui ont dénoncé cela, croyant prendre rendez-vous avec un ophtalmo, ils prenaient rendez-vous avec une orthoptiste ou un opticien, et il n'y avait pas d'ophtalmo derrière. Donc en fait, c'est vous dire que derrière des projets qui sont tout à fait valeureux, on arrive à des situations qui sont anormales et frauduleuses, et il faut être vigilant. Quelles sont les orientations actuelles en termes de nomenclature? Alors, on pense à faire passer, vous savez, l'avis de consultant à 60 €. Actuellement, il est à 55 €, même si dans certains hôpitaux, la codification n'est pas réactualisée, alors que bon. Les téléconsultations, téléexpertises qui passeraient à 23 € si on faisait intervenir un médecin. On essaye de déployer aussi des forces pour essayer de soutenir l'attractivité de la médecine libérale, pour encourager les jeunes à s'installer. Et actuellement, les caisses de Sécu et la CNAM envisagent de revaloriser l'activité des pédiatres, notamment, des endocrinos, des gériatres, des psychiatres, des gynécos, etc. Et on va essayer de privilégier encore et encore le travail aidé, de proposer des assistants médicaux, notamment avec des aides qui sont proposées aux praticiens en secteur 1 ou qui ont opté pour l'Optam. Et c'est actuel, c'est en train de se produire, la refonte de la CCAM, avec sans doute peut-être des choses à déplorer pour notre spécialité, mais c'est vrai qu'on est à l'origine de beaucoup de dépenses, et sans doute qu'on va avoir des choses à justifier. Un levier, en fait, en termes d'économie pour notre spécialité, c'est les biosimilaires qui arrivent, et les rétinologues et les gens qui s'occupent de traiter les maladies rétiniennes avec les anti-VEGF vont être encouragés, et le sont déjà, à utiliser ces médicaments. Sur les actes d'anesthésie, où déjà certains, par exemple les chirurgies combinées, ce matin, Florent Aptel vous parlait des eye stents. Quand vous faites une chirurgie combinée cataracte et eye stent, l'anesthésiste n'a pas le droit de codifier, en fait, il n'est pas payé, l'anesthésiste qui vous accompagne. Et la maîtrise de la fraude des centres de santé déviants, je pense que là, c'est une grosse source d'économie, on va dire, ou de récupération d'argent indu. Eh bien, voilà, je vous remercie. J'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, c'est pour vous dire que ça bouge et qu'il faut rester vigilant. Ne pas hésiter les uns et les autres à vous rapprocher du SNOF si vous considérez qu'il y a des conduites déviantes qui sont identifiées. Et voilà. Tu veux dire quelque chose, David? Non, je dis que la grosse actualité de l'année, c'était la définanciarisation de l'ophtalmologie. Tu as parlé de la CELAS qui a été déconventionnée, mais en fait, il y a une ordonnance qui doit être appliquée en septembre, qui peut changer tout cette année. Et on en parlera peut-être à l'automne prochain. En septembre, il y a une ordonnance qui doit être appliquée qui ferait que les financiers ne pourront pas être, même en étant minoritaires dans une société d'exercice médical, être minoritaire certes, mais être aussi acteur de décision. C'est ce que je disais, ouais. En fait, et ça va changer complètement, parce qu'on entend tous parler de gens qui veulent acheter des cabinets, racheter, monter des groupes, des investisseurs financiers. Il y a des joint ventures qui se font, et tous les centres déviants dont tu as parlé, ils ont été structurés parce que derrière, il y a eu des financiers qui ont ramené beaucoup d'argent et qui ont acheté tout comme un Monopoly. Et parce qu'en fait, ils étaient minoritaires, mais ils étaient décisionnaires. Ils étaient majoritaires décisionnaires, mais minoritaires financiers. Donc il y avait une espèce de discordance, et là, ça risque de s'équilibrer.
Donc ça remet les compteurs à zéro, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses pour nous, parce que... Les montages de type point vision, qui sont basés sur ce principe-là, risquent de voler en éclats. Oui, ils ont déjà commencé à être... Embêtés, oui. Je trouve que c'est bien. Je veux dire qu'on incrimine beaucoup les centres pour des codifications multiples. L'hôpital a donné l'exemple et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors ça, moi, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Absolument. Puisqu'en fait, les actes sont multiples dans les hôpitaux, il y a toujours quelqu'un pour codifier. On est d'accord. Qui n'a jamais, qui ne sait même pas ce qu'il fait d'ailleurs. C'est indépendant de sa volonté. Et à son insu, non. Oui, c'est à l'insu de son bon gré. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un problème sur les bons de transport, si tu veux. On en a parlé il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu dans l'actualité, mais enfin, il y a un nombre de bons de transport. Si on veut 10 milliards d'économies, ça peut aller assez vite. Et sur les bons de transport et sur les arrêts de travail, en tant qu'employeurs les uns les autres, vous savez, enfin, de temps en temps, on est amené à déplorer des arrêts de travail qui sont manifestement intempestifs. Mais je pense qu'il y a vraiment une responsabilité individuelle qui doit s'installer et que les uns les autres, on ne prescrive pas d'arrêt de travail intempestif, de bons de transport quand c'est pas nécessaire, etc. On a un système social qui est tellement précieux pour nous, on a intérêt à le chouchouter pour pouvoir en bénéficier plus tard quand on sera nous-mêmes malades. Mais on nous fait porter le chapeau alors que globalement c'est assez politique. Je suis d'accord aussi avec toi. Je suis d'accord. Parce que cette histoire de centre d'Évian, où on parle de millions d'euros... Pardon ? Pour moi, ça découle des projets de Marisol Touraine. Merci beaucoup. Bravo, merci.